regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre attachement. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'information essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Tout de suite, voici les titres. Les épineuses questions de l'inflation et de la perte de la valeur du franc congolais étaient abordées au cours de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordée au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le président de la République a mis en garde les grossistes qui fixent les prix de façon fantaisiste. Vous entendrez Vital Kamerhe en début de ce journal. Ensuite, l'industrie bancaire en RDC est appelée à jouer pleinement son rôle pour booster l'économie congolaise. Le constat est que, malheureusement, les banques congolaises sont plus emprunteuses que prêteuses pour jouer ce rôle. L'entretien est à suivre. Enfin, Glencore, un des géants miniers qui opère en RDC, vient d'être condamné par la justice suisse pour des faits de corruption commis par ses représentants en RDC en 2011. Glencore est sommé de payer une amende de 2 millions de francs suisses. Les explications sont à suivre. Voilà les titres. Cordial, bienvenue à tous. Pour commencer, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la situation économique de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, Vital Kamerhe a laissé entendre que les problèmes de l'inflation et de la perte de la valeur de la monnaie nationale est dû notamment à la non-production au niveau local. Je vous prie d'écouter le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, au micro de la RTNC. Avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières, selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des vents à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il était avec nos confrères de la RTNC. Ensuite, la République démocratique du Congo a été choisie pour accueillir le forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, appelé communément Forum AGOA. En 2025, la République démocratique du Congo a donc été préférée à d'autres nations candidates, dont le Nigeria, l'île Maurice et même
le Rwanda. Les explications avec Marcus Akenda dans ce commentaire. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la RDC, qui a annoncé la nouvelle, a salué cette décision, soulignant que la lettre de la première ministre adressée aux participants du forum AGOA a été déterminante dans l'obtention de cet événement prestigieux. Je cite, « Ce forum offre une occasion unique de renforcer la collaboration entre les partenaires américains et congolais, notamment dans les secteurs clés de l'agriculture et des mines », a-t-il déclaré. Réintégrée au programme AGOA en 2021, la RDC a depuis vu ses échanges commerciaux avec les États-Unis passer de 600 millions à 3 milliards de dollars, renforçant ainsi sa balance commerciale et prouvant sa capacité à devenir un acteur majeur sur la scène économique internationale. Le gouvernement congolais se prépare activement à accueillir le forum et à montrer au monde que la RDC est une destination de choix pour les investissements. Je cite, « Nous sommes prêts à accueillir ce forum international et à démontrer que la RDC est un pôle attractif pour le commerce et l'investissement. » Fin de citation, a affirmé Paluku. Cependant, la RDC continue de faire face à des défis économiques importants malgré ses richesses naturelles abondantes. La corruption systémique, l'instabilité politique et les conflits intermittents ont historiquement freiné le développement économique du pays. La reprise des activités dans les secteurs miniers, principale source des revenus d'exportation, a contribué à améliorer la situation fiscale de Kinshasa et à stimuler la croissance du produit intérieur brut jusqu'en 2015. Néanmoins, la baisse des prix des matières premières a ensuite ralenti cette croissance, provoquant une inflation volatile, une dépréciation de la monnaie et un déficit budgétaire croissant. L'économie de la RDC reste en grande partie informelle et le pays n'a pas réussi à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Le prix du cuivre, principal produit d'exportation, a considérablement chuté en 2015, impactant négativement les recettes et les réserves d'échange du gouvernement. En 2017, l'inflation avait atteint près de 50%, son niveau le plus élevé depuis le début des années 2000. Le Forum AGOA 2025 représente donc une opportunité pour la RDC de démontrer ses capacités à attirer des investissements et à renforcer ses relations économiques internationales tout en poursuivant les réformes nécessaires pour stabiliser et diversifier son économie. Et puis cet autre titre dans le reste de ce JT Business. Une réunion clé de la troïka politique a été présidée au cours de la semaine qui s'achève par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. C'était en présence du vice-ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Cette session a souligné en effet l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la stabilisation du cadre macroéconomique. Brigitte Massangila nous explique. À l'issue de ces assises, Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation de réformes, a notamment mis en exergue les avancées significatives réalisées depuis que Doudou Fwamba a pris ses fonctions, en particulier dans la coordination de politiques budgétaires et monétaires. À en croire ses propos, les efforts ont été concentrés sur l'inflation et les taux d'échange qui restent des préoccupations majeures pour les présidents Félix-Antoine Tshisekedi. L'évaluation de cette réunion a montré de gains positifs avec une décélération notable à l'inflation et une stabilisation de taux d'échange, a-t-il déclaré. Les statistiques économiques de début août 2024 reflètent cette amélioration. L'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté de 0,178%, tandis que l'inflation annuelle s'est stabilisée à 15,25%, bien en dessous des 23,8% de fin décembre 2023. Ces données illustrent une gestion efficace de pression inflationniste dans un contexte économique en amélioration. En matière de finances publiques, Moulenda a indiqué que les comptes du Trésor ont enregistré un bonus à fin juillet, assurant la couverture de toutes les opérations de paiement. Les réformes en cours étaient également au cœur des échanges. À ces sujets, des orientations claires ont été données pour les gérer efficacement, ainsi que pour préparer l'arrivée de la mission au Fonds monétaire international prévue pour septembre 2024, a-t-il dit. Il va de soi que cette préparation inclut la mise en place d'un plan de trésorerie interministériel pour intégrer toutes les dépenses en cours visant
à éponger les comptes d'ici la fin de l'année. Autre titre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la suspension de Bertin Mantobo, secrétaire général au ministère du numérique pour manquement grave. Cette décision intervient dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités liées à la gestion des ressources humaines et financières de l'administration du numérique. Ici, je vous prie de suivre Jean-Pierre Liaou, c'est lui le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au micro de nos confrères de la RTNC. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité de fonctionnaire. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas, sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés? Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement, les premiers éléments de l'enquête ouverte à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves dans l'accomplissement de sa mission. Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, il était avec nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Les travaux de réhabilitation du pont Loubi, nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Le centre de la République démocratique du Congo ont été achevés et l'ouvrage sera officiellement remis à la population dans quelques jours. C'est ce qu'a annoncé le patron de l'Office de voiries et drainage OVD lors de sa récente visite d'évaluation de l'ouvrage. Ici, je vous prie de suivre ce commentaire que signe Merveille Mouhemba. Lors d'une visite d'évaluation de la qualité de l'ouvrage sur les sites situés à 42 km à l'ouest de Mbujimaï, sur la route nationale numéro 1, le directeur général de l'OVD, Jano Kikangala, s'est dit très satisfait des travaux de réhabilitation du pont Loubi qui sont exécutés à 100% avec notamment la collaboration de la direction provinciale du Kasaï oriental. Selon lui, grâce à l'implication du chef de l'État, les moyens leur ont été donnés rapidement et les équipes ont été mobilisées à travers la direction provinciale et aujourd'hui, le pont est déjà installé et c'est le délai de consolidation qui est en train d'être observé, a dit le directeur général de l'OR. Avec la volonté de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les moyens nous avaient été donnés rapidement et aujourd'hui, le pont est déjà installé. Selon les rapports que je viens d'avoir, il faut compter jusqu'au 10 août pour que le trafic reprenne normalement sur ces ponts. Jano Kikangala a précisé que les 10 travaux ont consisté à renforcer les sommets des anciennes culées, les montages et les lancements du pont ainsi que la construction des murs, des gardes, greffes et dalles d'accès. Le directeur général de l'OR a également salué les efforts consentis pour élargir les ponts qui avaient précédemment subi un effondrement. La nouvelle structure du type français mesure désormais 4,20 m, offrant ainsi une meilleure circulation par rapport aux 3 mètres de l'ancien pont. De plus, la capacité des poids a été augmentée de manière significative, passant des 32 tonnages à 45, assurant ainsi une utilisation optimale et sécurisée de l'ouvrage, a-t-il souligné. Le DG Kikangala
Kamwanga a également exhorté les autorités provinciales à s'impliquer activement dans la protection de cette infrastructure pour garantir sa durabilité et de veiller au respect des tonnages par les usagers. Les ponts Loubi jetés sur la rivière portant les mêmes noms sur l'axe Mbujimai et le lac Mukamba, dont la durée de vie est de plus de 70 ans et d'une portée linéaire de 39,62 mètres double renforcée, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi visant à faciliter la libre circulation des biens et des personnes à travers le pays. Pour rappel, les ponts Loubi 1 situés sur la route Mbujimai-Kananga dans les territoires de Kabé à Kamwanga avaient cédé le dimanche 26 mai dernier après un accident impliquant un grand camion de marque Mercedes surchargé. Et on en vient à cet autre titre. L'industrie bancaire en République démocratique du Congo est appelée à jouer pleinement son rôle pour booster l'économie congolaise. Le constat est malheureux. Les banques congolaises sont plus emprunteuses que prêteuses pour jouer ces rôles. Ici, je vous prie de suivre le chef des travaux, Jean Bosco Kaomba Mutunda. Il est doctorant en économie monétaire. C'est lui l'invité de ce JT Business. Je vous prie donc de suivre l'échange. Monsieur Jean Bosco Kaomba, merci de nous recevoir. Quel constat général faites-vous quant au rôle des banques commerciales pour le développement de l'économie nationale? Il faut savoir que la fonction bancaire repose sur un principe. Les banques font la fonction d'intermédiation financière, c'est-à-dire elles prennent de fonds auprès des agences économiques en capacité de financement pour les redistribuer auprès des agences économiques en besoin de financement. Et la banque jouit dans ce qu'on appelle la fonction de taux d'intérêt. Et la banque, à travers la fonction du taux d'intérêt, la banque arrive cette fois-là à ponctuer l'excédent du taux d'intérêt pour financer ses fonctions de fonctionnement. Permettez-moi la tautologie, c'est-à-dire pour financer son fonctionnement. Et c'est très important qu'il faut signifier sur ce point pour dire que c'est la fonction principale de la banque, récupérer des fonds auprès des agences économiques en capacité de financement pour les redistribuer auprès des agences économiques en besoin de financement. Mais il faut insister sur un point. La banque en République démocratique du Congo ne fait que cette fonction, mais cependant, elle ne remplit pas les critères de crédibilité. Le critérium de crédibilité repose sur le fait que les banques doivent être essentiellement des banques prêteuses et non des banques emprunteuses. Le fait qu'elles soient des banques prêteuses, c'est qui fait qu'elles doivent avoir plus des passifs des actifs qui doivent exceller sur des passifs. En d'autres termes, les banques doivent avoir plus de ressources à donner que des fonds à collecter. Et malheureusement, au sein de la République démocratique du Congo, nous assistons à des banques, nous avons des banques qui sont plus des banques emprunteuses. Elles ont plus de dépôts à recevoir que des fonds à prêter. Et cette fonction pénalise le développement du système bancaire, pénalise finalement la fonction ou ce qu'on appelle la ramification entre le système bancaire et le développement économique. Jouent-elles leur rôle en ce qui concerne le financement de l'économie? Pas du tout. Le financement de l'activité économique consiste à pouvoir relancer les investissements. On ne peut pas parler d'un financement de l'activité économique sans faire allusion aux investissements. C'est-à-dire que l'investissement est considéré comme un vecteur prépondérant capable de relancer le développement de l'activité économique. Or, c'est uniquement avec les dépôts à compte fermé qu'on peut financer les investissements. Donc la mobilisation de l'épargne est fonction des comptes bloqués. Et malheureusement, comme nous n'avons pas, je venais de le dire, nous n'avons pas de comptes, plutôt des banques prêteuses, nous n'avons que des banques emprunteuses. Et donc elles ne peuvent pas, c'est-à-dire les banques, jouer la fonction de financement de l'activité économique. Raison pour laquelle vous voyez au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de banques d'investissement, des banques agricoles en République démocratique du Congo, capables de relancer les projets d'investissement, capables de financer les projets agricoles, source de réduction de pauvreté. Et malheureusement, nous n'avons que des banques commerciales qui sont considérées comme des caisses d'épargne, qui sont considérées comme des caisses de trésorerie,
qui financent les fonctions des trésoreries des différentes entreprises. Donc, ce sont des banques qui financent des cycles d'exploitation des différentes entreprises et non des banques qui peuvent relancer les investissements, la croissance économique et stabiliser le cadre macroéconomique. Qu'est-ce qui manque finalement pour que l'industrie bancaire en République démocratique du Congo apporte sa contribution afin de booster l'économie nationale? La meilleure responsabilité est étatique. Les banques en République démocratique du Congo doivent être restructurées. Il faut parler de la restructuration et du rétablissement du système bancaire. Les banques doivent être des banques d'investissement capables de relancer la croissance économique. Il faudra mettre sur pied des principes de crédibilité. Donc les banques, avant qu'une banque s'installe, cette banque doit recevoir ce qu'on appelle l'accréditation de crédibilité. Ce sont des banques qui doivent être en mesure de pouvoir financer l'activité économique. Les agences économiques qui ont besoin de financement doivent aller toquer au sein des banques et recevoir du financement. Et non pas les évaluer sur base des patrimoines qu'ils peuvent détenir. Il faut que l'entrepreneur qui présente un projet d'investissement arrive à obtenir du crédit auprès du système bancaire pour relancer cette dernière, c'est-à-dire l'activité économique. Il faut insister là-dessus, c'est très très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo ne peut obtenir du crédit qu'un agent qui a un patrimoine excédentaire. Non, mais vous avez des gens qui ont des bons projets, mais qui n'arrivent pas à obtenir des fonds de crédit. Donc il doit y avoir aussi une politique de synergie entre le fonds de promotion pour l'industrie et le système bancaire. Les projets d'investissement doivent passer par le fonds de promotion de l'industrie qui doit apprécier et finalement écrire à la banque commerciale ou à la banque d'investissement, à la banque agricole qui pourra cette fois-ci octroyer suffisamment de crédit aux opérateurs économiques, si pas aux entrepreneurs, pour que ces derniers arrivent cette fois-ci à pouvoir relancer l'activité économique. Donc il faut transformer la structure bancaire de la République démocratique du Congo, n'est pas seulement avoir des banques commerciales, avoir des banques d'investissement, avoir des banques capables d'apporter du crédit agricole pour qu'elles accompagnent ce qu'on appelle la diversification de l'activité économique. Monsieur Jean Bosco Kaomba, merci. Merci beaucoup à vous. Le chef des travaux Jean Bosco Kaomba Mutunda, doctorant en économie monétaire, était l'invité de ce JT Business. Vous avez donc suivi. Dans la suite de ce JT Business, Glencore, un des géants miniers qui opère en République démocratique du Congo, vient d'être condamné par la justice suisse pour des faits de corruption qui ont été commis par ses représentants en RDC. Nous étions en 2011. Jean-Luc Tchani pour plus de détails. Pour les procureurs de la Confédération suisse, Glencore est reconnu responsable de faits de corruption d'agents publics congolais en 2011. Ainsi, le ministère public de la Confédération a condamné Glencore à payer une amende de 10 millions de francs. Le géant des matières premières devra également s'acquitter d'une demande de compensation de 150 millions de dollars américains. À travers une ordonnance pénale, le MPC considère Glencore International comme pénalement responsable du fait de son absence de prise de quelques mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la corruption d'agents publics congolais par un partenariat commercial en 2011. Pour la justice suisse, les actes de corruption ont eu lieu dans le cadre de l'acquisition par ce partenariat commercial de participation minoritaire dans 2 sociétés minières en République démocratique du Congo auprès de la société minière d'État. Glencore a bénéficié d'une réduction de peine pour avoir coopéré avec les autorités des poursuites pénales depuis l'ouverture de l'enquête en juin 2020. Dans un communiqué publié le 5 août 2024, Glencore note que le ministère public de la Confédération a clos son enquête pénale contre Glencore International AG par une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Par ailleurs, Glencore n'admet pas les conclusions du MPC, mais dans l'intérêt de la résolution de cette affaire, a accepté de ne pas faire appel à l'ordonnance pénale.
En bref et en images, premier titre, la société minière de Bakwanga, MIBA, va bientôt relancer ses activités de production minière. C'est ce qui ressort de la réunion que le conseil d'administration a eue avec la délégation syndicale de cette entreprise. D'après le président de la délégation syndicale, les discussions ont été centrées sur la paye des agents et aussi des stratégies à adopter pendant cette période de reprise des activités d'exploitation du diamant au polygone minier. Selon toujours le président de la délégation syndicale, le PCA a promis son implication pour que, dans les jours qui viennent, il fasse bouger ceux qui doivent libérer l'argent. Le président de la délégation syndicale a enfin appelé le personnel à l'unité, à bannir le tribalisme, la haine, à protéger l'outil de travail et leurs intérêts, mais aussi ceux de l'entreprise. Et puis cet autre titre, toujours en bref et en images, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC se félicite de l'intégration dans ses activités des aspects des luttes contre la corruption, de la transition énergétique, du genre, du recouvrement des recettes ainsi que de la divulgation systématique suivant la norme ITIE 2019. C'est ce qu'a dit jeudi dernier son coordonnateur Jean-Jacques Kayembe. C'était à l'occasion de la 128e réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITIE RDC sous la conduite justement de Gulain Nyembo, vice-premier ministre et ministre du Plan en RDC. L'intégration de ces aspects a permis la promotion de la transparence et le renforcement de la redevabilité, à en croire le coordonnateur de l'ITIE RDC. Ainsi, l'intégration a atteint 85% de points au niveau international. Le comité exécutif de l'ITIE a passé également en revue l'économie du rapport de cadrage ITIE RDC 2022. Selon ce rapport, les secteurs miniers, industriels et pétroliers ont permis de mobiliser 6,243 milliards de dollars américains entre janvier et décembre 2022, dont 5,915 milliards dans le secteur minier et 327,579 millions de dollars américains pour celui pétrolier. À présent, voici la tendance des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux la semaine du 5 au 10 août 2024, selon justement les données du ministère du Commerce extérieur contenues dans la Mercurial publiée tout récemment. Et donc, ça indique que le prix d'une tonne de cobalt observe une stabilité sur les marchés internationaux au cours de la période sous examen, en se négociant, comme vous êtes en train de le constater sur ce tableau, à 25 930 $ la tonne. Et donc, outre le cobalt, les restes des autres produits miniers marchands sont en baisse sur les marchés internationaux. C'est ainsi que le cuivre s'est maintenu. Disons, le cuivre, la tonne du cuivre s'est vendue à 9 150 $. Le zinc à 2 680 $ la tonne. L'étain à 31 890 $ la tonne, l'or 78 $ le gramme et les tantales à 224 $ le kilogramme. À présent, voici le cours d'échange au 10 août 2024, les cours indicatifs justement, selon les données de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire il s'agit ici du taux sur le segment officiel. 1 euro équivaut à 3107 francs congolais, alors qu'un dollar américain il équivaut à 2844 francs congolais. Un rand sud-africain, il se négocie sur le marché officiel à 154 francs congolais. Un franc CFA, il équivaut à 4 francs congolais, alors qu'un kwacha zambien, il équivaut à 109 francs congolais, selon les données de la Banque centrale du Congo, la mère des banques. Exceptionnellement pour ce JT Business, vous n'aurez pas droit à la tendance des prix des produits des grandes consommations à
Lubumbashi, ce n'est qu'une partie remise. Et c'est par là que s'achève ce rendez-vous d'information essentiellement économique sur votre télévision. Merci de nous regarder. Au revoir.